Salut à tous. Notre formation aujourd'hui sera portée sur l'explication de certains tests au niveau du livre de procédure fiscale. En un, nous aurons le contrôle. Article 1, alinéa 1. L'administration fiscale contrôle les déclarations ainsi que les actes et documents utilisés pour l'établissement des impôts, droits et redevances. Alinéa 3, toujours dans l'article 1. À cet effet, l'administration fiscale peut demander par écrit ou verbalement tout renseignement, explication, éclaircissement ou justification qu'elle juge utile. Alinéa 5 du même article 1. Les agents de l'administration fiscale peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qui vérifie. Donc, dans cet article, il est signifié que l'administration fiscale a cette obligation de contrôler le contribuable à tout moment. Parce qu'il y a certains contribuables qui se plaignent. Il y a certains qui le savent très bien, mais il y a d'autres qui se plaignent, qui disent que on paye nos impôts, mais à tout moment, on nous demande certains trucs comme si on n'est pas à jour. Il y a un adage qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est dans ce sens-là que l'État a donné force à l'administration fiscale de faire des contrôles. Même l'article 4 du même livre de procédure, là vous verrez très bien qu'il est dit que l'administration fiscale a le pouvoir de contrôler les déclarations qui lui sont remises en vue d'en vérifier l'exactitude et la sincérité. Donc pour les comptables qui suivent certains contribuables, ceux qui sont au CGA, à vous maintenant de faire comprendre à vos clients que c'est normal qu'on puisse le contrôler à tout moment. En point 2, nous verrons l'obligation générale de déclaration d'existence. Article 146, alinéa 1 et 6. Toute personne qui entreprend l'exercice d'une activité lucrative, c'est-à-dire une activité qui génère un revenu, à titre professionnel, doit, avant le commencement de ses activités, en faire la déclaration auprès de la Direction générale des impôts, quel que soit le niveau de son chiffre d'affaires attendu. Le défaut de déclaration d'existence est puni d'une amende de 500 000 francs. Cela signifie que une fois que tu veux commencer une activité, tout le local est déjà là. Il faut aller auprès du service des impôts qui est dans ta localité pour te faire déclarer. Si tu ne sais pas, que tu te dis que bon, comme je n'ai pas encore eu de marché, tu vas te cacher pour les Si on t'attrape, tu vas payer une amende de 500 000. Maintenant, ce qui est idéal, c'est que, ça c'est un griffe, je vous donne. Si vous savez que vous n'avez pas eu de marché, que vous voulez commencer une activité, vous allez aux impôts, vous faites déclarer. Et après, les jours qui vont suivre, vous adressez un courrier au service des impôts pour demander une mise en sommeil parce que vous n'avez pas encore eu de marché. Donc, ils vous mettent en sommeil. Maintenant que vous allez avoir le marché, dès que vous avez le marché, que vous allez commencer à exercer, vous adressez un courrier pour dire qu'il vous réactive pour que vous pouvez maintenant payer vos impôts. Donc, si vous cachez qu'ils ne vous ont pas encore attrapé, il n'y a pas de problème. Une fois que vous attrapent, vous allez payer une amende de 500 000 francs. Pour l'alinéa 4 du même article, en ce qui concerne les entreprises qui exploitent des établissements secondaires, elles doivent, avant toute ouverture d'un établissement secondaire, procéder à la déclaration de la création de celui-ci auprès du service du lieu de situation du siège social ou de l'établissement principal. Le défaut de déclaration est puni d'une amende de 100 000 francs. C'est-à-dire pour les établissements secondaires, l'amende est de 100 000 francs si tu n'as pas déclaré. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu as une société, une entreprise, et que
Tu es au régime parce que là, ça concerne les établissements secondaires. Donc, ça veut dire que tu es au régime de micro-entreprise ou à la TE. Parce qu'une fois que tu es au réel, les autres sociétés, on les appelle les succursales. On ne les appelle pas les établissements secondaires. Mais une fois que tu es au régime de RME ou à la TE, si tu as créé la première entreprise, on appelle cet établissement principal. Les autres entreprises que tu vas créer, on appelle les établissements secondaires. Donc, si tu as créé la première entreprise à Cocody ou à Yopougon, tu devais créer une deuxième entreprise, une seconde entreprise, tu vas aux impôts où tu as créé la première entreprise là. On va aller faire la déclaration de l'établissement secondaire. Et quand tu vas finir de faire la déclaration de l'établissement secondaire dans le centre des impôts où tu as créé la première entreprise, tu prends une copie de cette nouvelle déclaration et tu vas maintenant montrer, si ce n'est pas dans le même centre des impôts ou dans la localité dans laquelle est créée la première entreprise, tu vas dans la localité où est créée la seconde entreprise, l'établissement secondaire, pour donner une copie au centre des impôts là-bas avec tous les documents qui suivent. Pour dire que l'établissement principal là est déjà informé de cette déclaration. On est venu juste pour vous informer de la création de notre établissement secondaire. Allons aller au point 3. Le retard dans le paiement des impôts et taxes. Ici, quand on parle de retard de paiement, on voit déjà que ça concerne la recette. Voilà, c'est concernant les pénalités qui viennent 2 fois sur les impôts que vous n'avez pas payés dans les délais légaux. Article 171-1. Sans préjudice des autres sanctions prévues par le présent livre, toute somme non acquittée dans les délais légaux est passible d'un intérêt de retard de 5%. Chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire donne lieu au versement d'un intérêt complémentaire de 0,5%. Ce qui veut dire que si tu devais payer ton impôt peut-être le 15 et que tu n'as pas payé, dès que le 15 dépasse, dès qu'on passe au 16, il y a un intérêt de retard de 5%, autour de 5% qui vient s'ajouter là-dessus. Maintenant, une fois que la date à laquelle tu n'as pas payé et que les jours commencent à s'égrener, si on rend un nouveau mois ou fraction du mois, c'est-à-dire de 15 n'a pas payé qu'au 15 de l'autre mois, il y a 5% plus 0,5% qui vient s'ajouter. Au fur et à mesure que tu ne vas pas payer là et que les mois s'ajoutent, on va ajouter au fur et à mesure 0,5%. C'est-à-dire que si tu devais payer le 15 janvier et que tu n'as pas payé jusqu'on arrive en juillet, on va prendre du 16 janvier jusqu'à en juillet, on va compter le nombre de mois. On fera, et de janvier à juillet, ça fait 7 mois. Donc, tu vas voir que, on va dire comme on n'a pas payé en janvier, on va prendre 5% plus 7 mois là, multiplié par 0,5%. Pour éviter même tout mélange, ils vous diront qu'on va prendre 6 mois parce qu'on va dire que janvier n'est pas dedans. Donc, ils prennent 5% plus 6 fois 0,5% pour ajouter. Ça sera l'intérêt de retard. D'autres ne savent pas comment on calcule. C'est comme ça que ça se passe. On va maintenant dans le second paragraphe. En ce qui concerne les impôts et taxes retenus à la source pour le compte du trésor public. Ici, le trésor public là. Au sein des impôts, la personne qui représente le trésor public, c'est le receveur. C'est lui qui est le comptable du trésor public. Donc, c'est eux quand ils collectent les impôts, ils vont les reverser au trésor. Les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes indirectes et les impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères retenus à la source. Les intérêts des retards sont portés respectivement à 10% et 1%. Vous voyez qu'au niveau des intérêts des retards, il y a 2 taux différents. Mais dans le second paragraphe, ils ont précisé que les 10% s'appliquent sur les impôts et taxes retenus à la source. Vous connaissez les impôts qui sont retenus à la source.
les impôts, les taxes sur le chiffre d'affaires. Ici, les taxes sur le chiffre d'affaires, on a la TEE, on a la taxe du RME, on a la TSE, taxe spéciale d'équipement, on a la taxe pour le développement touristique et on dit la taxe indirecte, la TVA, maintenant il y a les ITS. Si c'est cette nature d'impôt que je viens de citer là, ils vont mettre 10%. Et au fur et à mesure que tu vas payer à 1%, ils vont ajouter. Contrairement aux 5%, il s'agira, pour les 5%, il s'agira de l'impôt, les impôts directs, qui sont le BIC, l'impôt foncier, la patente, le BNC aussi. Donc, quand il s'agit de ce type d'impôt-là, tu sais maintenant quel est le taux d'intérêt direct qui doit s'appliquer. Et quand tu ne payes pas au fur et à mesure qu'il y a des mois qui viennent s'ajouter, tu connais déjà le complément du taux d'intérêt qui s'ajoute. La suite, c'est la suite. Hein. Article 161, le tiret 2. Ici, on va parler maintenant des majorations. Les impôts et taxes dont le recouvrement incombe au comptable de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. On a déjà dit aux impôts, le comptable du Trésor, c'est le receveur. Qui ne sont pas acquittés dans le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement sont passibles d'une majoration de 10%. Le point 3, les chèques, billets à ordre, prêts et autres effets financiers qui se révèlent impayés, faute de provision, sont sanctionnés par une majoration égale à leur montant. C'est-à-dire le taux de la majoration est de 100%. Mais sur ce point 3, il y a une précision en fait. Il est dit que quand le chèque revient, parce que tu vois ce qu'on va faire, les chèques qui reviennent des fois impayés, on dit qu'automatiquement, la majoration est 100%. Non. Il est précisé que sur le motif du chèque qui est revenu impayé est pour faute de provision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'argent dans ton compte et puis tu as donné un chèque qui est revenu impayé. Si c'est faute de provision, la majoration est à un taux de 100%. C'est aux 100% qui vont te prendre la majoration. Mais si on te dit que le chèque est revenu impayé, c'est pour ça qu'il faut toujours chercher à connaître le motif du chèque qui est revenu impayé. Si on te dit que c'est erreur de signature, ou bien montant en chiffre n'est pas conforme au montant en lettres, ou bien il y a eu des ratures, c'est pour ça que le chèque est revenu impayé. La majoration n'est pas à 100%. On dit que c'est quand il y a faute de provision. Faute de provision, la majoration est à 100%. Mais s'il n'y a pas faute de provision, tu vois déjà, on voit la majoration qui a 10%. On peut même appliquer un intérêt de retard aussi parce que si tu n'as pas payé, tu es en retard. Si tu as donné un chèque et que le chèque est revenu impayé, et que ce n'est pas par faute de provision, tu es en retard. Donc, il peut avoir des intérêts de retard. Donc, ainsi prend fin la formation sur l'exploitation de certains tests fiscaux au niveau du livre de procédure fiscale. Si vous n'avez pas encore liké, vous pouvez liker, vous abonner et partager.